Retour dans une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Aurore Gorius, journaliste, collaboratrice à Compol Média. Également avec nous Nicolas Vado, dessinateur pour le Vif, l'Express et l'Écho, vice-président de Cartooning for Peace. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Merci à vous quatre à nouveau d'être avec nous. On évoquait à l'instant les premières annonces de la future équipe de Donald Trump. Yvan Rioufol, on est quand même en recherche d'une cohérence sur la politique internationale, puisque c'est ça finalement qui nous intéresse nous pour l'instant. Quelle va être la ligne de Donald Trump? Il y a beaucoup de craintes au niveau de l'OTAN, par exemple, d'un éventuel lâchage. Je n'ai pas les éléments pour vous répondre, sinon que je referai cette même réponse qu'a fait Ziad, c'est-à-dire laissez-lui le temps déjà de digérer tous ces dossiers, parce qu'il n'est pas un professionnel de la politique, c'est-à-dire pour ça qu'il a été élu. C'est un amateur, si je puis dire, même s'il est en effet dans le système, il représente l'antisystème. Il faut une bonne fois pour toutes accepter son élection. Donc moi, j'en ai un petit peu assez d'entendre à chaque fois ces guetteurs de faux pas, cette hystérie anti-Trump qui maintenant traque la moindre défaillance. Il en aura beaucoup d'autres, mais je crois qu'il faut maintenant accepter de voir qu'il est devenu président des États-Unis et que notre morgue et notre condescendance, ou celle qui a été représentée par notre ambassadeur aux États-Unis en France, qui a fait des tweets qui, de mon point de vue, sont absolument inadmissibles, que ces condescendances-là cessent, et de faire en sorte maintenant de faire confiance à cet homme-là qui n'est pas sot, qui n'est pas un clown, comme ça a été dit. Oui, et donc moi je n'ai pas les éléments pour répondre à votre question, parce que je ne suis même pas sûr qu'il les ait lui-même. Vous comprenez quand même qu'on s'étonne sur la foi de ce qu'on a entendu pendant la campagne, que finalement un personnage qui se dise, comme vous le dites lui-même, assez ignorant d'un certain nombre de questions, aussi bien internationales d'ailleurs que de questions économiques, son langage soit porté à la tête d'un pays est déroutant. Mais important. Ce qui se passe, de mon point de vue, aux États-Unis, c'est une révolution. C'est une révolution conservatrice, mais c'est une révolution également dans l'expression politique. Lui-même il a été fusillé sur place par l'ensemble des médias, et il a été soutenu par les réseaux sociaux. Et donc, il a ce langage des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un langage qui est beaucoup moins policé, un langage en 140 signes. Beaucoup plus réduit, un langage en 140 signes, et qui use de métaphores ou d'images qui peuvent être effectivement choquantes. Mais donc, je ne défends pas ça, mais j'essaie d'expliquer comment on est dérouté par ce langage politique, qui est un langage qui risque d'arriver en France, et qui commence déjà même à arriver en France, parce qu'on voit que en primaire, dans les débats sur les primaires, il n'avait droit qu'à une minute pour s'exprimer. Donc, hier un peu plus, et ça s'est vu d'ailleurs. Et donc on est là quand même dans une nouvelle ère politique qu'il va falloir admettre, et tout en faisant confiance, enfin moi en tout cas je fais confiance pour l'instant, d'abord à son intelligence et surtout à l'intelligence de ceux qui vont l'entourer, et puis de tous les contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un fasciste, c'est simplement un homme qui répond à une profonde détresse d'une partie du peuple américain, et qui répond aux défaillances de ses prédécesseurs, et singulièrement d'Obama et voire de Bush. En tous les cas, je veux dire, il ne faut pas non plus s'extraire du conflit idéologique. C'est-à-dire que Trump et ses amis aux États-Unis, en Europe, etc., incarnent une vision du monde. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. On a quand même le droit de les critiquer. Non, on a quand même le droit de les critiquer, de mettre en garde contre les excès de cette vision du monde. Par exemple, moi je rentre sur des points très précis. L'Amérique parle de protectionnisme. L'Amérique ne vit et ne s'enrichit qu'avec l'argent du monde et avec les marchés du monde. Donc comment elle peut être protectionniste? Comment ils peuvent promettre à leurs ouvriers de les protéger du monde alors qu'eux-mêmes ont besoin de vendre et de vendre des obligations d'État américains. C'est un libéral protectionniste. On va voir comment tout ça évolue. Par contre, ce que ça interpelle, c'est les gens qui ont une autre vision du monde, qu'on peut appeler libérale, pour reprendre des mots du conservatisme. Il faut donner un nouveau contenu. Oui, libéral au sens sociétal. Oui, il faut donner un nouveau contenu à la social-démocratie, il faut donner un nouveau contenu à la mondialisation, il faut donner un nouveau contenu. Je suis tout à fait d'accord, il y a une faiblesse aujourd'hui du discours libéral, il faut le recréer, il faut donner du sens à tout ça, et je pense que un des aspects peut-être positifs du trumpisme, ça serait son échec. Qui permettrait de se débarrasser définitivement de ce genre. C'est Obama lui-même qui l'a très bien défini en disant que ce sera un pragmatique. Ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Et moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir un pragmatique aujourd'hui qui arrive au pouvoir. Un mot quand même, un dernier mot sur Trump, qui nous a quand même fait sa campagne en grande partie sur l'industrie et l'économie réelle contre les banquiers, contre la finance folle, qui d'ailleurs accusait Obama de ne pas avoir suffisamment réglementé, qui accusait Clinton lui-même d'avoir fait sauter le Glass-Steagall Act à l'époque. Alors dans les années 90, c'était vraiment la
frontière entre les activités de banque de détail et de banque d'investissement, et qui là, dans sa première interview au Wall Street Journal, nous dit que finalement il y a trop de régulation et qu'il faut mettre fin à tout ça. Alors là, on s'inquiète quand même parce qu'on se demande si c'est pas le poids des lobbies qui l'ont porté au pouvoir qui se rappelle à son bon souvenir. Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments suffisants pour vous répondre. Il a plusieurs électeurs. Oui. Il a les électeurs du Rust Belt, ça c'est très clair. Ces gens demandent. Mais c'est pas ce qu'il a vendu à ses électeurs, faire sauter la régulation. Il a les électeurs du Rust Belt, ça, il faut qu'il leur donne des éléments. Mais il a été aussi élu par l'argent. On a vu dans les relevés des votes que les gens qui gagnaient plus. Les gens qui gagnaient plus dans sa campagne en disant que son avantage par rapport aux autres, c'est que lui, il n'avait pas besoin de l'argent des lobbies. On a un président en France qui a dit qu'il était contre la finance et moi j'y ai cru. Oui, sauf que là, c'était vraiment le cœur de sa campagne. Je veux dire, dans une campagne, on peut. Mais là, c'était vraiment le cœur de son message. Non, le cœur du message, c'est laissez-lui le temps d'étayer tout de même, de construire sa doctrine. Pour l'instant, il n'en a pas visiblement. En aura-t-il un jour? Ça, je ne sais pas. Les riches américains ont vu quoi? Ils ont vu la baisse des impôts. Ils n'ont pas vu. Les pauvres Américains voyaient Trump qui disait, moi, tous ces candidats-là, je les ai achetés dans le passé. Moi, personne ne m'achète. Écoutez, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on a annoncé les catastrophes avec le Brexit, on a annoncé des catastrophes. Elles vont venir. Trump, elles arrivent. Mais pour l'instant, elles ne sont pas là. En tout cas, les bourses augmentent et tout le monde est content. Donc, je ne vois que ça pour l'instant. Donc, tout le monde se trompe depuis le début sur ces histoires-là. Donc, je crains qu'on ne se trompe encore si l'on est trop affirmatif sur le fait qu'il va se planter. Nicolas Vado. Alors, Donald Trump. 3 petits dessins. Un dessin qui vient d'Australie de Cathy Wilcox, qui est une dessinatrice, et ça a son importance parce qu'on voit Monsieur Trump, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez président? Et il ajoute, vous voulez dire une fois que j'aurai chopé quelques chattes. Ça, c'est assez fort, je trouve, parce que par rapport à ce qu'il a dit, je veux dire, il est pris à son propre jeu. Il a dit il y a 10 ans quand même. Oui, mais quand même. On a ressorti opportunément pendant la campagne, mais qu'il avait dit il y a 10 ans. Un dessin de Karl en Belgique qui est très bien, qui montre à quel point Donald Trump, malgré ses bravades, malgré le fait qu'il ait le menton en avant, risque quand même d'être muselé. C'est ce que disait Ziad tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs aux États-Unis. Et puis ce dessin que j'adore de Chapat, dessinateur suisse. Parce qu'il y a plein de choses dans ce dessin. Est-ce que Trump est un nouveau soleil? Est-ce qu'il va nous éblouir? Est-ce qu'il va nous faire cramer? Et vous voyez, il y a Theresa May, elle, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, est-ce qu'elle est d'accord ou pas. Il y en a un derrière qui attend tranquillement. Et puis il y a tous les Européens qui vont derrière Mouti Merkel parce qu'ils pensent qu'elle va la protéger. Alors ce qui est marrant, c'est que Chapat, il est suisse et donc il a mis le drapeau de l'Union européenne en Suisse, alors que la Suisse n'est même pas dans l'Union européenne. Mais ça, c'est assez amusant. Et donc c'est un dessin à double tranchant et qui raconte beaucoup d'histoires en une et c'est ce qui le rend super intéressant. Et puis j'avais un petit dessin sur la COP22, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, un dessin de Bert Rams, dessinateur hollandais. On va le voir, il est là, voilà. The beginning of the end. Et donc il y a marqué, vous voyez, l'accord de Paris. Qui risque de brûler les cheveux de Donald Trump. La coiffure de Donald Trump, pour nous, les dessinateurs, c'est quand même vachement bien parce qu'on l'a mise à toutes les sauces et c'est vachement pratique. Ouais, et puis les cigarettes, allusion aussi au lobby du tabac qui est très proche du Parti républicain de ses candidats. Merci beaucoup. Nicolas, on continue avec donc les primaires, la primaire des Républicains. Alors ici en France, on ne parle plus des États-Unis, les nôtres. C'est une première dans l'histoire. Il n'y a pas de précédent, ce qui rend d'ailleurs très difficile de prévoir le résultat du vote. Que disent les sondages? Eh bien qu'ils sont 3 pouvoir prétendre à la qualification. Dans l'ordre, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Juppé et Fillon, c'est d'ailleurs les 2 vainqueurs du 3e débat qui avait lieu hier, si l'on en croit. Là encore, deux enquêtes d'opinion réalisées dans la nuit. Je vous passe les images du débat lui-même parce que, à part effectivement Nicolas Sarkozy qui s'en est pris un moment, à David Pujadas interrogé sur Ziad Takieddine, il n'y a pas eu énormément de grands moments, il faut le dire. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu ennuyé, Ziad Limam, hier? Je voulais que je dise la vérité. Oui. Je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu parce qu'au bout d'un moment, je fatigue. Oui. Quand on était au 3e débat, que le format, je le trouve peu excitant, cette espèce de face-à-face journaliste 3 minutes, journaliste 3 minutes. Donc voilà, moi je pense que maintenant il est temps que le peuple de droite vote et qu'on sache et qu'on passe à autre chose. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans le débat, c'est-à-dire que ça a été difficilement maîtrisable par les journalistes. Ça a été, il y a eu plein de... Qui en ont pris pour leur grade, au passage. Oui, qui sont été critiqués par les candidats, qui en fait... c'est tout le problème de cette primaire, c'est que finalement ça met en concurrence des gens qui... Alors il y a eu des moments, il y a quand même des candidats qui se sont un peu affirmés, d'autres qui ont disparu. Bruno Le Maire, qui a eu
à nouveau beaucoup de mal. Pour son troisième débat. Hein, ouais. NKM, il y a eu du fond quand même. Hein. Il y a eu un peu de fond sur la politique étrangère. NKM qui a réussi quand même à faire une belle conclusion. Mais finalement, ça s'est réduit beaucoup à un débat à trois, c'est-à-dire le trio final, le trio de tête. Dont on ne sait pas d'ailleurs tous les trois plutôt bons hier. Qui ont été plutôt bons, dont on ne sait pas quel sera l'ordre, parce que finalement, les sondages, on ne sait pas qui va voter. Donc voilà. Moi, je ne l'ai pas regardé, je l'ai écouté tout en décidant, donc ça c'était bien. Donc j'ai pu tout. Donc sur Europe 1. Sur Europe 1, et j'étais pas d'accord, je trouvais que c'était un débat qui avait un certain niveau, et plus que les deux autres, et je pense que l'élection américaine est passée par là. Il n'y avait pas vraiment d'outrance, peut-être plus des journalistes que des candidats, et j'ai trouvé qu'il y avait un assez bon niveau. On a vraiment parlé de questions de fond et de politique. Il y avait beaucoup moins de flèches politiciennes que les autres débats, j'ai trouvé. Yvan Youfol. Moi, je trouve que... Alors, je vais faire un aveu, je ne l'ai pas vu non plus, pour d'autres raisons. Bon, alors, on va voir les images dans un instant. J'étais pris par rapport à autre chose, mais... Ah bon, on regarde les images. Non, mais allez-y, allez-y. D'accord. Mais je trouve, très globalement, que cette procédure, qui au début me semblait intéressante, me semble maintenant assez désuète dans le fond, parce que ce que l'on voit, ce sont les... Enfin, mis à part Jean-Frédéric Poisson, ce sont des hommes et des femmes du sérail, ce sont des hommes et des femmes du système, et à moins que effectivement l'effet Trump n'ait pas d'autres effets qu'aux États-Unis, je crois que cette révolution conservatrice qui apparaît aux États-Unis va venir et vient déjà en France. Elle a déjà ses germes en France. Mais elle serait incarnée par qui? Eh bien, précisément. Et je pense qu'elle n'est pas incarnée par tous ceux qui étaient ici, sinon par Alain Juppé, qui a été désigné par les médias, ce qui est un très mauvais signe si l'on voit le sort qui a été réservé à Hillary Clinton. C'est pour ça que je crains pour lui. Et à Jeb Bush chez les Républicains, donc, pour faire le parallèle. Et à Jeb Bush chez les Républicains, donc, pour faire le parallèle. Exactement. Donc je crains pour lui dès cette première session. Mais pour le reste, je ne pense pas que les électeurs, en tout cas les électeurs déçus par la politique, se soient reconnus dans ces débats de bonne tenue, pas comparés naturellement aux bassesses que l'on aurait pu voir aux États-Unis de part et d'autre. Mais donc une déception, et je ne suis pas certain que cela engage les Français à aller voter en masse comme l'espéraient les partisans d'Alain Juppé. Je peux me tromper, mais je ne vois pas un grand engouement autour de moi, en tout cas, pour aller participer à ces primaires. Alors les primaires à droite à peine en place, et les sondages et les débats qui vont avec à peine en place, déjà has-been, si l'on en croit Yvan Youfol, jugeons sur place. C'est à la fin du débat que les esprits ont commencé à s'échauffer. Avec cette première passe d'armes entre Alain Juppé et François Fillon sur la réduction du nombre de fonctionnaires. 570 000 personnes environ. Et donc si on supprime 500 000 postes, ça veut dire qu'on ne recrutera aucune infirmière, aucun policier, aucun enseignant. Et ça, c'est tout juste pas possible dans aucune entreprise, dans aucune administration, parce que c'est la sclérose assurée. Pourquoi j'ai parlé de 500 000 emplois publics ? Parce que je propose, et c'est bien le sujet que personne ne veut aborder, je propose une augmentation du temps de travail de l'ensemble des fonctionnaires. Jean-François Copé. Malgré les divergences, les favoris jouent la prudence. Ce sont finalement ceux qui n'ont plus grand-chose à perdre qui cognent le plus fort. Jean-François Copé ironise sur le projet réformiste de François Fillon. Est-ce que ça signifie qu'il aurait adoré réformer dans le quinquennat précédent, mais que c'est Nicolas Sarkozy qui l'en a empêché? Personne ne peut le penser. Je viens de me faire traiter d'imposteur dans un débat qui jusqu'à maintenant avait une certaine tenue. Voilà pour les piques entre candidats. Ce sont les journalistes qui suscitent les répliques les plus cinglantes. Nicolas Sarkozy est interrogé sur la campagne présidentielle de 2007 et les accusations de Ziad Takieddine sur un possible financement libyen. Colère froide de l'ancien chef de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Bruno Le Maire de répondre sèchement à Jean-Pierre Elkabbach. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Difficile de déterminer un vainqueur, le débat n'aura pas levé les incertitudes qui pèsent sur l'issue de la primaire. Je crois que là aussi,
Gorius, on se dit, bon, finalement, heureusement qu'on arrive maintenant au vote. Est-ce qu'on s'attend visiblement, les sondages en tout cas ne sont pas très très clairs suffisamment pour dégager deux vainqueurs. Est-ce qu'il y a une dynamique, semble-t-il, qui porte ces derniers jours François Fillon? Est-ce qu'elle va se concrétiser dimanche? C'est très dur à dire parce qu'encore une fois, on ne sait pas du tout qui va se déplacer pour aller voter. Effectivement, on dit que s'il y a beaucoup de personnes qui vont voter, ça profitera probablement peut-être plus à Alain Juppé, voire à François Fillon, vu que la dynamique est en sa faveur en ce moment. On a vu que la dynamique avant, si on prend le parallèle avec les États-Unis, la dynamique avant l'élection américaine était du côté de Trump, et ça a payé. Donc Alain Juppé semble marquer le pas. Nicolas Sarkozy aussi, il a été mis en difficulté hier, il était un peu en retrait. Donc c'est difficile de dire, mais je pense que l'exercice des primaires est loin d'être ringardisé parce que ça a donné une exposition médiatique à tous les candidats de la droite assez exceptionnelle et que les candidats sont en attente de ça. Par contre, ça a un biais quand même assez fort, c'est que ça conduit à la surenchère. On l'a vu sur la suppression du nombre de fonctionnaires. Chacun va... 500 000 d'un côté, l'autre dit 600 000, l'autre dit mais non, pas autant, on va mettre 300 000. Donc il y a une surenchère aussi sur certaines politiques sociales. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu un effet pervers de l'exercice. Yvan Rioufol, vous regrettiez effectivement la professionnalisation d'un certain nombre de ces candidats. Après Trump, faut-il encore croire de toute manière les sondages? Et est-ce que vous pensez... On a vu par exemple cette semaine Emmanuel Macron se porter candidat. Est-ce que le véritable mouvement, il n'est pas aujourd'hui dans l'appel direct aux électeurs plus que par le biais des partis et des primaires? C'est ma conviction depuis longtemps. J'ai souvent exposé cette idée-là ici même, de dire qu'en effet les intermédiaires et singulièrement les partis ne représentaient plus, faisaient obstacle à l'expression des peuples. Et donc, en l'occurrence, de voir cette rangée de personnalités, j'y vois, moi, encore cet obstacle à l'expression des peuples. Mais en même temps, il faut s'interroger de savoir pourquoi cette dynamique porte François Fillon. Et je pense que François Fillon a fait tout de même cette analyse-là, de dire qu'il fallait s'ouvrir à la société civile. Et s'il a trouvé l'écoute d'une partie, semble-t-il, d'une partie de l'électorat, c'est sans doute par cette ouverture à la société civile, c'est sans doute également par cette manière qu'il a eu très brutale d'aborder un problème qui est indicible, qui est celui de l'islam totalitaire. Il a fait un livre sur l'islam, sur le totalitarisme islamique, et je pense que c'est à ce moment-là que l'on a vu sa cote monter. Et puis je crois qu'il représente par lui-même, en tant que français provincial catholique, cette France silencieuse, cette France catholique, cette France qui est en train de se rechercher, cette droite profonde, et qu'il me semble assez bien illustrée dans cette révolution conservatrice qui également nous concerne également aujourd'hui. Et je pense qu'il, de mon point de vue, il a les atouts, davantage en tout cas qu'Alain Juppé, peut-être davantage également que Nicolas Sarkozy, qui est toujours coincé dans ses contradictions, qui ne me semble pas toujours dans ses affaires aussi. Si Yvan vote, la droite. Si Yvan vote, on sait pour qui il vote. Ça, c'est clair. Fillon, c'est le retour de la droite finalement classique, traditionnelle? Non, c'est un personnage très étonnant parce que c'est vrai que pendant très longtemps, il faut se rappeler de ses origines. Il est seguiniste, donc c'est du souverainiste de droite. Souverainiste de droite, mais avec aussi. Mais il était baladurien en même temps. Voilà, donc c'est assez complexe. Et puis il a quand même le pauvre souffert pendant 5 ans, beaucoup, à être le collaborateur du président. Et il s'en rappellera, celle-là. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû accumuler à la fois un certain nombre de rancœurs et en même temps une envie d'exister et de montrer qu'il n'était pas cette espèce de personnage falot de l'histoire politique française. Et puis, souvent en politique, il y a des gens qui cliquent, qui coïncident au moment. On voit par exemple que malgré tous ses efforts, Sarkozy ne clique pas. Peut-être qu'il s'en sortira, je ne sais pas, par miracle, mais il ne clique pas. Là, il y a un phénomène, parce que aussi, il fait des synthèses, c'est-à-dire qu'il est à la fois assez réac sur un certain nombre de choses. Quand Yvan, parce qu'il faut écouter Yvan porte bien la parole conservatrice, donc on sent quand il dit la France du terroir catholique, patati patata, il le porte, mais en même temps, il a un discours sur le plan économique très très modernisateur, il faut que ça bouge, il faut que ça change, très très Wall Streetien, ça parle aussi, donc il rassemble un peu les droites françaises. Et bizarrement, il fait plus jeune. C'est ça. C'est pas forcément le plus jeune, je ne sais pas quelle est sa carte d'identité, mais il fait plus jeune. Et donc, voilà, ça marche. Mais moi, je pense que cette élection, elle n'est ni jouée à droite, ni jouée à gauche. Alors justement, Macron arrive là-dedans, voilà, Emmanuel Macron, on va l'entendre et puis on va en parler très rapidement. Le pauvre. Un président
n'est pas simplement investi d'une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire et de manière cachée, la vigueur et la dignité d'une vie publique. Je sais cela. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Voilà, alors un discours sans prononcer une seule fois le mot socialiste ou gauche. Ni Hollande. Oui, ni Hollande d'ailleurs. Ni Valls. Oui. Ça tombe, c'est pas un hasard ce timing de Emmanuel Macron. Ça arrive juste avant le premier tour. C'est fait quoi pour plomber Juppé, pour pousser Sarkozy, pour se créer un espace? À qui ça parle concrètement ça? C'est pas bon pour Juppé, c'est vrai, parce que ça parle à ceux des centristes libéraux dans lequel il y a beaucoup de monde. Il y a Juppé, il y a Valls, il y a Bayrou, etc. Et donc, en effet, ça peut être une des raisons supplémentaires qui fassent que Juppé n'arrive pas au score qu'on lui prédit. Mais moi, le conservateur que vous avez décrit en ma personne se réjouit parfaitement de l'approche de Macron. Au contraire, je trouve ça très intéressant de voir cet homme du système qui se présente un petit peu comme Trump, malgré tout, en anti-système. Et il a raison, son diagnostic est bon, son diagnostic est juste, de revenir, d'abord de remettre en cause tous ces acquis, même sur les protections sociales, l'État-providence, etc. Il va assez loin là-dessus. Moi, je le suis. Il va assez loin sur le libéralisme, et là, je le suis aussi. Simplement, il ne va pas assez loin dans l'écoute des Français, dont il dit pourtant avoir été à leur rencontre, dans la mesure où il ne veut entendre qu'une partie de ce qu'ils disent et pas l'autre. Et donc, ce sera sa faiblesse. Version sécuritaire, on l'aura compris dans votre bouche. Un mot peut-être, rapidement, sur Macron, avant qu'on passe... Non, rien. Si, on ne sait pas encore. L'âge, oui. Moi, je suis quand même un peu épaté. Oui. Je trouve qu'un type de 37-38 ans... qui sort du système des primaires en plus, donc il y va quel que soit X, sauf que bon, il faut voir, et c'est pour ça que je vous dis c'est pas fini cette élection française. Et on attend sur le fond quand même, parce que c'est y a quand même beaucoup ça, de on reste quand même sur sa fin. En termes de programme, il s'est entouré de beaucoup de communicants au début. Là maintenant, il commence à faire des propositions un peu concrètes, mais c'est que le début. Candidat, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment pourquoi. Nicolas Vado. Ce qui m'a frappé en plus, la voix. Je viens de me rendre compte, il a la même voix que Valls, exactement la même voix. Alors en Belgique, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en France aussi. Moi, j'ai fait un dessin mercredi sur Macron. Donc vous voyez, étape 1, tuer le père. Et puis étape 2, tuer le grand-père. Avec Sarkozy qui dit derrière, on dirait moi au même âge. Et puis, je voudrais revenir sur Fillon, parce que Fillon, c'est vrai qu'il a un côté rassurant sans le crâne dégarni. Donc, c'est vrai qu'il a l'air plus jeune. Et il y a ce dessin de CAC qui est très bien. Vous voyez le duel là. Et puis, il y en a un derrière qui va peut-être tirer dans le dos et qui va peut-être... arriver à faire quelque chose. Et puis je terminerai par un dessin fantastique de Camille Besse dans Marianne. C'est un peu général parce que je trouve qu'il y a une chasse aux élites en ce moment que je trouve insupportable, comme si l'ignorance était devenue une vertu et l'érudition un péché capital. On a ça des deux côtés de l'Atlantique et je trouve que ce dessin-là, qui est tout simple, dit énormément de choses et c'est un dessin qui est absolument fantastique parce que ça fait réfléchir. Et moi je pense qu'aujourd'hui, justement, on a besoin de réfléchir et ce discours anti-élite commence à m'exaspérer. Oui, mais si on en est là, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi, justement. C'est ça le problème, c'est qu'on reproche aux élites de ne pas avoir réfléchi. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup à Nicolas Vado pour le mot de la fin. Merci également à tous nos invités, Aurore Gorius. Merci à Ziad Limam et à Yvan Rioufol. Vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est l'actualité vue du net. Un œil sur les médias avec Inès Olagaray. Un œil sur les médias. Bonjour Inès. Bonjour. Et on revient sur le troisième et dernier, enfin avant-dernier débat de la primaire droite, puisqu'il y en aura un entre les deux tours, avec eh bien, comme cible privilégiée hier les journalistes. Voilà, alors on l'a entendu dans le sujet qui a été joué il y a quelques minutes, et c'est le sentiment qui ressort aujourd'hui eh bien aussi dans les médias, comme le titre l'Express, au débat de la primaire, ce sont les journalistes qui prennent cher. Alors on a un petit exemple pour Nicolas Sarkozy, qui s'adresse donc à David Pujadas, vous l'avez entendu, sur les accusations du possible financement libyen de la campagne de 2007. C'est une honte d'interroger à ce sujet sur le service public. Ensuite, on a Bruno Le Maire qui s'en prend, lui, à Jean-Pierre Elkabbach. Je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part sur ma candidature. Et puis, on a François Fillon à David Pujadas. À nouveau, vous nous coupez la parole systématiquement sur des sujets fondamentaux. Alors, pour le site de Slate, eh bien, c'est tout simplement un véritable procès des journalistes qui a eu lieu. Ils ont été accusés de caricaturer des propos, de les simplifier et aussi accusés d'utiliser une méthode destinée
à faire le spectacle au détriment du fond. Et ça, eh bien, c'est aussi ce que reproche François Fillon au lendemain du débat. Il reproche aux animateurs d'avoir voulu une véritable baston, une véritable bataille donc, entre les candidats. Il dit qu'il y a des questions qui ont été posées à certains candidats, pas à d'autres, des sujets qui ont été évités et que tout ça, eh bien, ça a été fait pour mettre la pagaille sur le plateau. Alors les journalistes, eux, ils ont réagi sur Twitter aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. On a Alex Sulzer de l'Express qui dit finalement ce soir les candidats ne s'en sont pas pris à Sarkozy, Juppé ou Fillon, mais surtout à Pujadas. Après, on a Mathieu Depric, de Canal+, qui dit que la ligne de François Fillon est claire, elle est anti-média. Et puis, pour terminer, Frédéric Seize de France Culture, qui lui dit, voilà, est-ce que c'est l'effet post-Trump ce soir? Ceux qui en prennent le plus dans la tronche, ce sont les journalistes. Voilà, un mot sur le prochain vice-président américain Mike Pence, bien connu pour sa position anti-avortement, qui est devenu donateur du planning familial. Voilà, et vous l'imaginez, c'est bien sûr à l'insu de son plein gré. Depuis l'élection de Trump, la semaine dernière, l'ONG Planned Parenthood a reçu des dizaines de milliers de dons. Et eh bien, la plupart de ces dons ont été donnés au nom de Mike Pence. Pourquoi? Parce que Mike Pence, eh bien, lui, veut criminaliser l'avortement. L'avortement, c'est vraiment l'une des batailles de sa carrière politique. Alors tous ceux eh bien, qui ne soutiennent pas son programme ont décidé de le contrer. Et avec ce geste ironique, eh bien, donc, de faire des dons au planning parental. Ça s'élève quand même pour l'instant à 46 000 dons sur 200 000 en une semaine. C'est presque un quart des dons, donc c'est énorme. Eh bien, les internautes sur Twitter, ils ont montré que c'était très facile plutôt de les imiter, puisque l'adresse du bureau de Mike Pence, elle est publique, on la trouve sur Internet, son bureau dans l'Indiana, on peut remplir tous les champs, son nom, son adresse, et puis ça marche comme un don classique. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'après, eh bien, Mike Pence reçoit à son bureau à peu près 46 000 mots de remerciement du planning parental, en disant que c'est sympa de contribuer donc, à la protection de causes eh bien, comme l'avortement. Merci beaucoup Inès. Nicolas? J'ai fait un petit dessin du coup, vous voyez, on a ressuscité le PCF avec Georges Marchais qui dit Taisez-vous El Kabash. C'était pas mal, merci beaucoup. Voilà, un dessin live. Ça date quand même. Un dessin live de Nicolas Vado. C'était avec Duhamel, Alain Duhamel à l'époque et Jean-Pierre Elkabbach. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup. Merci Inès, restez avec nous.